En 2008, le Canada était sur le point de perdre la bataille contre les marées de la baie de Fundy. À cette époque, les vagues détruisaient la digue d'Aulac au Nouveau-Brunswick. Les Acadiens, descendants des colons francophones, avaient construit un système complexe de digues pour empêcher les eaux de la baie d'inonder les terres agricoles. Ces terres protégées de la mer accueillaient des fermes, une ligne de chemin de fer et la route transcanadienne. Mais à l'automne 2010, tout ça a pris fin. Les scientifiques ont commencé à percer la digue agricole vieille de 150 ans. Bientôt, l'eau salée a inondé 2 parcelles de 8 hectares chacune. Ça représente 16 hectares de terre, aussitôt devenus impropres à toute activité agricole. Il faudrait beaucoup d'efforts, de temps et d'argent pour rendre la terre utilisable à nouveau. Mais peu importe, car les Canadiens ont d'autres plans. Ils ont construit une autre digue et laissé la mer reprendre ses droits. Et aussi horrible que ça puisse paraître, la vie de nombreuses personnes en dépendait. Je me sers un café et je vous explique. Voici un rappel discret de faire ce que vous savez, et merci à ceux... enfin, vous savez bien. Commençons par rappeler une triste réalité. Le Canada s'enfonce sous l'eau. À cause du réchauffement de la Terre et de la fonte des calottes glaciaires, le niveau de la mer monte. Pas de beaucoup, à peine 0,3 cm par an, mais le processus est constant et il ne ralentit pas. La montée des eaux affecte les terres et au Canada, il y a 2 endroits où ça pose de gros problèmes. Ces 2 lieux sont distants de milliers de kilomètres, mais ça ne change rien à la situation. Parlons d'abord de Richmond et Delta en Colombie-Britannique. Même les estimations les plus prudentes montrent que d'ici 2100, Richmond, Delta et certaines zones d'Abbotsford et de Coquitlam seront sous l'eau. Il ne s'agit pas d'un scénario de film catastrophe, mais simplement d'un fait bien réel. La deuxième région menacée est celle des marais de Tantramar au Nouveau-Brunswick et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. D'après les prévisions, d'ici la fin du siècle, l'autoroute, les marais et la majeure partie de la ville de Sackville pourraient être submergés. Cependant, la réalité sera différente de ce que montrent les cartes et les photos, et pas parce que la vie en général ne se résume pas à des images. Simplement, le Canada prend des mesures pour éviter la catastrophe. L'une de ces mesures est la démolition de digues. Attendez, quoi ? Ai-je bien compris ? Pour sauver la région des inondations, on détruit des digues et on inonde la région. C'est ça, c'est le plan. Et c'est logique quand on y pense. Si l'on vous disait que le niveau de la mer monte et qu'il faut protéger les terres, vous feriez quoi des digues ? Vous les rehausseriez afin qu'elles soient en mesure de lutter contre les éléments. En 2022, une étude commandée par les gouvernements des provinces canadiennes a été publiée, suggérant 3 moyens de protéger les infrastructures de l'érosion et de l'élévation du niveau de la mer. Tous consistaient à renforcer le système de digues, soit en les rehaussant, soit en construisant de nouvelles, soit en les renforçant à l'aide de plaques d'acier. Ça semble logique. Ça devrait coûter 280 millions d'euros, auxquels s'ajouteront 6,5 millions de maintenance annuelle une fois les travaux achevés. Au fait, il faudra au moins 10 ans pour terminer l'ouvrage. Cependant, certains chercheurs affirment que tout ça est une mauvaise idée. Qu'il est absurde de construire ou de renforcer les digues, car à long terme, les dépenses seront considérables pour une faible efficacité. Les digues n'interagissent pas avec la nature, elles se contentent, d'être là. Ce serait pas mieux que ces projets coûteux aident à lutter contre le réchauffement climatique ? Il y a pourtant une solution. Oui, celle-là, c'est très simple. Non, attendez, comme ça. C'est simple, nous allons détruire la digue. Mais pour comprendre pourquoi les digues doivent être détruites, il faut d'abord savoir pourquoi elles ont été construites. Les premières ont été construites le long de l'isthme de Chignetto dans les années 1600 et pendant les 400 années qui ont suivi, elles ont retenu la mer, protégeant les champs, les villes et les routes contre la marée. Ainsi, les zones humides ont pu être drainées pour être cultivées. La technique de l'aboiteau, qui permet de cultiver d'anciennes zones humides, demande beaucoup de travail et elle implique la construction de digues en terre pour bloquer la marée haute. Cette technique est employée dans les marais salés, les zones humides situées dans la zone d'estran, où l'eau va et vient constamment pendant la journée. Là, on place des écluses en bois au sein des digues, appelées des aboiteaux.
Il laisse s'écouler l'eau à marée basse, mais il la bloque à marée haute, ce qui assèche progressivement la zone. Mais il ne suffit pas de drainer le sol, il faut le dessaler. La digue s'en charge également. Quelques années après sa construction, l'eau de pluie qui s'écoule du marais vers la mer élimine le sel du sol, le rendant propice à l'agriculture. Dans l'ensemble, ça fonctionne très bien. La technique de Laboiteau est étroitement liée à l'histoire de la colonisation française de l'Acadie le long de la baie de Fundy au Canada au XVIIe et XVIIIe siècle. 5260 hectares de marais salés ont ainsi été gagnés sur la mer. Enfin, vous avez compris l'idée. Ces digues sont des monticules de terre ou autres matériaux similaires. Des ouvrages très simples. Alors que les barrages et digues classiques sont construits en travers de l'écoulement de l'eau, les digues canadiennes sont parallèles à la direction d'écoulement. Elles peuvent même se former naturellement, mais la plupart sont d'origine humaine. Ça n'existe pas qu'au Canada, mais là-bas, il y en a partout pour gagner des terres sur la mer. Et quand je dis partout, j'exagère pas, en 2020, il y avait 1100 km de digues au Canada, des digues qui ont fait leur travail et pendant longtemps. Cependant, certaines de ces techniques utilisées pour retenir, contrôler ou maîtriser l'océan sont devenues obsolètes. Elles ne fonctionnent plus. En effet, c'est dans la baie de Fundy que les marées sont les plus fortes du monde. 2 fois par jour, à chaque cycle, la baie se remplit et se vide d'1 milliard de tonnes d'eau. C'est plus que le débit de tous les fleuves du monde réunis. L'amplitude des marées est de 3,50 m le long de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et elle ne cesse de croître en remontant les 280 km de côte jusqu'au sommet de la baie. Là, dans le bassin de Minas, les marées peuvent atteindre 16 mètres. La puissance des eaux équivaut à 8000 locomotives ou 25 millions de chevaux. Cette puissante marée a façonné les rochers et les impressionnantes falaises. Et bien sûr, les digues construites par l'homme ne font pas le poids face à une telle force. Mais pourquoi les marées y sont si hautes? L'amplitude moyenne mondiale des marées est de 1 mètre. Alors comment se fait-il que l'amplitude dans la baie de Fundy atteigne 16 mètres? J'ai creusé la question et voici ce que j'ai trouvé. Le phénomène est dû à plusieurs caractéristiques de la baie, une grande quantité d'eau ainsi qu'une forme et une taille unique. L'eau présente dans la baie a une période d'oscillation caractéristique et lorsqu'elle est en mouvement, elle se déplace de façon rythmique d'avant en arrière. Imaginez une baignoire. L'eau y clapote toutes les quelques secondes en raison de la petite taille de la baignoire. Mais la baie de Fundy est immense et sa période d'oscillation est de 12 à 13 heures. Et il se trouve que ça correspond à la fréquence des marées dans l'océan Atlantique. Marée et oscillation se synchronisent et ça augmente l'amplitude des marées. Ma foi, il n'y a pas de honte à perdre la bataille face à des marées aussi fortes. Relève le menton, Canada! Mais il y a un hic. Selon Docks Unlimited, une ONG de préservation des zones humides, 85% des marais salés de la partie supérieure de la baie de Fundy ont été dégradés ou détruits. Et c'est un gros problème. En conséquence, la côte atlantique du Canada souffre de l'élévation du niveau de la mer et des tempêtes qui provoquent inondations, glissements de terrain et dégradation du littoral. Certaines communautés craignent que les digues ne cèdent et que la mer n'inonde les terres. Mais comment tout ça est arrivé? En bref, l'assèchement du sol et son dessalement ont affaibli la capacité de la côte à résister à des tempêtes fortes et fréquentes. Or, les tempêtes sont devenues plus intenses. La faute au changement climatique. Dans ces conditions, le sort des zones humides se présente comme suit. Le niveau et la fréquence des précipitations changeront, ce qui entraînera des pénuries d'eau dans certaines régions, tandis que dans d'autres, il y en aura en excès. Ce seul fait est déjà assez grave. Cependant, l'élévation du niveau de la mer constitue une menace supplémentaire, combinée à des changements de nature et d'intensité des tempêtes. En bref, le problème peut être décrit ainsi. Les bâtiments côtiers finiront par être emportés au large. Pour éviter ça, de nombreux pays cherchent des moyens de se protéger de l'eau qui arrive de tous côtés. Mais lorsqu'aucune de ces méthodes ne suffit à protéger les personnes et les infrastructures, mieux vaut procéder à une retraite prudente. Bon, d'accord, très bien, mais quel est le rapport avec la démolition des digues ? C'est le moment de revenir sur un projet novateur de 2010 qui a appris aux chercheurs comment les marées salées peuvent atténuer l'impact de l'élévation du niveau de la mer. En fait, il s'agissait d'une expérience au cours de laquelle 16 hectares de terres agricoles inondées ont été transformés en laboratoire à ciel ouvert. Je vous explique.
Les vagues de tempête sont de plus en plus hautes, ce qui accroît le risque d'une rupture de digue due à un débordement. Les marées salées peuvent agir comme des estrans végétalisés qui réduisent la pression des vagues sur les structures, comme les digues. En fait, au lieu de rehausser les digues, il s'agit de rehausser les marées. Une augmentation des précipitations atténuera la hauteur des vagues et dissipera leur énergie, de sorte qu'elles n'emporteront pas tout sur leur passage. Enfin, pour un certain temps en tout cas. Les marées salées protègent également les côtes de l'érosion en retenant le sol et en empêchant la mer de l'emporter. Dans les zones inondables, les marées réduisent le débit des eaux de crue et absorbent les eaux de pluie. Ils atténuent également la sécheresse. Alors, vous en conviendrez, les marées salées sont vraiment formidables. En gros, l'idée est la suivante. Détruire une digue, laisser la mer reconquérir les marais, puis construire une nouvelle digue pour protéger doublement les terres agricoles. Dans certaines régions, comme la Nouvelle-Écosse, où 70% de la population vit sur la côte et est confrontée au changement climatique, le besoin des marées salées est particulièrement pressant. Bien sûr, pour qu'un champ se transforme en marais, il faut du temps. Après les inondations de 2010, une plante typique des zones humides, la spartine, y est réapparue en 2012. En 2016, il restait quelques zones de boue nues, mais la spartine couvrait la majeure partie des marais. Mais le plus intéressant, c'est qu'un marais salé restauré peut stocker de grandes quantités de carbone. Il empêche ainsi le CO2 d'être libéré dans l'atmosphère, un avantage non négligeable face au réchauffement climatique. Plus de marais salés, c'est un changement climatique qui ralentit. Et puis, un marais salé est synonyme de biodiversité, car des animaux s'installent toujours dans les lieux dont se retirent les humains. La restauration des zones humides de l'isthme d'Amherst en Nouvelle-Écosse porte déjà ses fruits, via le retour d'oiseaux migrateurs. Il semble qu'il n'y ait que des avantages à détruire et à déplacer ces digues. Pourtant, des gens protestent contre cette solution. L'agriculture est liée à des pratiques culturelles et à des paysages emblématiques, comme les polders aux Pays-Bas. L'Europe a reconnu la valeur culturelle de certaines pratiques agricoles et a développé des approches pour préserver ces paysages agricoles. Le Canada est un pays plus jeune, mais là-bas aussi, il existe un paysage agricole culturel reconnu par l'UNESCO. Il s'agit du paysage de Grand Pré, créé par les colons français sur la côte de la baie de Fundy. Oui, c'est de ça que je vous parle depuis tout à l'heure. Ce paysage, comme les polders en Europe, est né de la transformation de zones humides côtières. Enfin, vous le savez déjà, si vous avez vu notre vidéo sur les polders. Quelle est la conclusion? Le déplacement des digues et l'inondation des terres agricoles entraîneront une perte de patrimoine culturel. Naturellement, les gens peu sensibles à l'écologie s'y opposent. La sécurité alimentaire est un argument de poids en faveur du maintien du zonage agricole. Il faut bien manger. Quant au raz-de-marée, eh bien, on n'a qu'à construire des digues plus solides. En outre, les digues contribuent au loisir, au tourisme et au sentiment d'identité, et elles protègent des infrastructures résidentielles, commerciales, industrielles et de transport le long du littoral. Et le gouvernement canadien n'a pas l'intention d'y changer quoi que ce soit. Le rapport sur le renforcement et la construction de digues ne mentionne aucune étude passée sur la restauration des zones humides, ni aucun projet. Les chercheurs en ont été déçus, mais pas surpris. Avant même le début de l'étude, ils savaient que le gouvernement n'était pas intéressé par des solutions impliquant la cession de terres. Pourtant, le gouvernement canadien a déjà détruit des digues lorsque des vies humaines étaient en jeu. C'est ce qui s'est passé en 2011, une destruction contrôlée et délibérée d'une digue pour éviter une inondation. À l'époque, 2 excavateurs ont fait des coupes sur les côtés est et ouest de la digue, mais c'était sans précédent. Nous n'avions jamais eu à faire une chose pareille dans l'histoire de la lutte contre les inondations au Manitoba, a déclaré un professeur de génie civil quelques minutes après la manœuvre. Par une brèche dans la chaussée qui servait de digue, l'eau s'est déversée dans un champ, ce qui a permis de soulager la pression sur les autres digues le long de la rivière Assiniboine. Si l'inondation contrôlée de ce champ n'avait pas eu lieu, la rivière déjà en crue aurait pu faire des ravages ailleurs. Une fois la crue terminée, la digue a été réparée et renforcée pour arrêter l'eau. Le gouvernement espérait ne jamais avoir à recourir à une telle destruction, mais il n'a pas eu le choix. Enfin, c'était vite vu, c'était soit une destruction contrôlée de la digue, soit une inondation de grande ampleur. Les conséquences d'une destruction incontrôlée sont impossibles à prévoir, mais soyons réalistes, les inondations ne sont jamais sans danger. Il y a toujours des dégâts matériels dans le meilleur des cas. La digue qui a cédé.
Le matin du 16 novembre 2021, la digue de la rivière Soumas à Abbotsford, en Colombie-Britannique, s'est effondrée. Ça a entraîné la crue d'une rivière et la submersion des terres agricoles les plus fertiles de la région. L'inondation a causé d'importants dégâts, détruit des maisons et des fermes pour des pertes estimées à 950 millions d'euros. C'est beaucoup. Et tout n'était pas de la faute des conditions météo, car les ingénieurs avaient prévenu qu'un tel événement se produirait un jour. La digue n'était pas assez haute pour contenir une forte crue. Enfin, même si la catastrophe était attendue et qu'elle aurait pu être évitée, il y a eu d'autres problèmes. Le gouvernement fixe les normes de sécurité pour les digues, mais la charge financière de leur entretien incombe aux communautés locales. En d'autres termes, faute de moyens, il était impossible de maintenir la digue en bon état. Résultat, vous connaissez la suite. La digue a bien sûr été réparée après ça. Tout le monde espère maintenant que sa hauteur sera suffisante pour protéger la région. Cependant, un rapport de 2020 commandé par la ville d'Abbotsford prévient qu'à défaut de travaux conséquents, la partie basse de la ville restera exposée à un risque important. N'oublions pas non plus le changement climatique qui pourrait entraîner des brèches plus fréquentes. Bref, il s'agit d'une bombe à retardement et personne ne sait quand elle explosera. Ce n'est pas près de s'arrêter. Si vous pensez que les inondations au Canada sont un phénomène nouveau, vous avez tort. Elles ont toujours fait partie intégrante de l'histoire du pays. Mais autrefois, elles étaient moins graves. Elles étaient causées par la fonte des neiges, les fortes pluies, les tempêtes. Bref, la nature faisait ça sans notre aide. Avec le développement des technologies et l'expansion des zones résidentielles dans les plaines inondables, le problème s'est aggravé. C'est confirmé par le fait qu'entre 1900 et 2020, le Canada a connu plus de 250 inondations. Bien sûr, ça a endommagé des infrastructures et coûté des vies. Par exemple, en 1972, le niveau du fleuve Fraser a fortement augmenté, causant des dommages de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros. Puis, au printemps 2005, de fortes pluies se sont abattues sur le sud de l'Alberta et plusieurs rivières ont débordé. Plus de 7000 personnes ont été évacuées et les dégâts causés par l'inondation sont estimés à 375 millions d'euros. Évidemment, les inondations sont toujours tragiques. Et ça n'est pas près de changer, car d'après les données disponibles, le nombre de catastrophes dans le pays a considérablement augmenté depuis les années 1960 et il continue de croître à cause du changement climatique. Les scientifiques estiment qu'au XXIe siècle, le pays pourrait connaître les inondations les plus graves de son histoire. Dites, vous me suivez, pas vrai? Le Canada pourrait littéralement se retrouver sous l'eau d'ici la fin du siècle. Pas tout le pays, bien sûr, mais vous parlez d'un réconfort. Vancouver est en danger. Oui, Vancouver est l'une des premières villes qui subira des inondations. Selon l'ONU, 10% de la population mondiale, soit 790 millions de gens, vivent sur les côtes. Les plus grandes villes du monde ont été construites le long des côtes pour des raisons d'échanges commerciaux et autres facteurs de ce genre. On estime que 2/3 des villes de plus de 5 millions d'habitants se trouvent dans des zones côtières à risque. Ça inclut Tokyo, Mumbai, New York, Osaka, Istanbul et Vancouver, même si sa population est modeste. Enfin, par rapport aux autres. 36 villes sont exposées au risque le plus élevé. Et d'ici 2050, certaines d'entre elles pourraient se retrouver entièrement sous l'eau, d'après les prévisions. Jakarta, qui compte 11 millions d'habitants, est la ville qui s'enfonce le plus rapidement. Oui, ce statut existe lui aussi. En décembre 2021, Jakarta a souffert d'inondations et certains quartiers se sont retrouvés sous 2,70 m d'eau. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Il est difficile de croire que les autorités de Jakarta souhaitent que la ville disparaisse de la carte. Eh bien, entre autres, elle prévoit de construire des digues. Une structure d'un coût de 38 milliards d'euros doit être construite. Et pour protéger la population des inondations, il est envisagé de déplacer la capitale de Jakarta à Bornéo. Alors, peut-être que les autorités de Vancouver devraient envisager ça également. Devenir une île. Que doit-il arriver pour qu'une région développée devienne une île? Eh bien, par exemple, il doit y avoir beaucoup d'eau à proximité. Selon le maire d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, dans les 20 prochaines années, la région pourrait devenir une île si les digues reliant la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick ne sont pas améliorées. Naturellement, c'est à cause du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer qui menace les structures.
Certes, de nombreuses digues construites il y a 2 siècles sont encore là, mais si on ne les renforce pas, elles risquent de ne pas résister aux défis de la nature. Le littoral s'érode. D'après les dernières prévisions, l'élévation du niveau de la mer sera telle que la Nouvelle-Écosse deviendra une île dans 15 à 20 ans. Il faut donc agir immédiatement. Le coût exact des travaux n'est pas encore connu, mais le projet de restauration est estimé à plusieurs millions d'euros. Les travaux doivent être réalisés dans les 5 prochaines années afin qu'il ne soit pas trop tard, comme ce fut le cas pour la rivière Soumas à Abbotsford. Pas de construction. En Nouvelle-Écosse, le problème ne se limite pas aux anciennes digues. Un autre point faible de cet endroit magnifique est sa situation. La région atlantique, qui comprend la Nouvelle-Écosse, est particulièrement exposée aux effets du changement climatique. Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites, le niveau des mers pourrait augmenter d'environ 1 mètre d'ici 2100. Si on y ajoute des ouragans de plus en plus violents, qui causent déjà des dégâts considérables, on obtient un endroit où il ne fera pas bon vivre. En raison de ces menaces, des mesures doivent être prises pour assurer la sécurité des personnes. Certaines ont déjà été mises en place. La Nouvelle-Écosse a adopté une loi visant à limiter le développement dans les zones à risque. Elle définit des zones sûres pour la construction le long de la côte en tenant compte de l'élévation du niveau de la mer et de l'érosion. Ce serait super, mais quelque chose cloche. La loi a été adoptée en 2019, mais elle n'est toujours pas entrée en vigueur malgré les ouragans. Quelles seront les conséquences ? Eh bien en fait, on les voit déjà. Dans certaines régions côtières de Nouvelle-Écosse, les gens observent que le développement ne ralentit pas. Des pelleteuses aplatissent les dunes de sable pour faire de la place à des chantiers de construction. Imaginez bâtir des fondations sur du sable qui est constamment emporté par l'eau. L'érosion ? Non, je connais pas. Ça me semble être un plan infaillible. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Les dunes de sable constituent une barrière naturelle qui pourrait nous aider à faire face à la montée des eaux. Il en va de même pour les marées salées, mais les humains agissent dans leur seul intérêt et les détruisent. Rien de nouveau, me direz-vous. Vous me devez un petit quelque chose sous la vidéo. À plus.